Voilà, il est déjà 12h36 minutes. Nous serons en direct sur la télévision en réel tout à l'heure. Pour l'instant, on est encore en Facebook sur Gosier, où l'élection du maire a déjà eu lieu, puisque Mme Montout a perdu, on le sait. On attend quelques minutes. Pour l'instant, je vous annonce qu'on va recevoir M. Alain Plaisir, qui est président du CIPA, qui est aussi quelqu'un qui s'y connaît en matière douanière, puisqu'il a été pendant longtemps inspecteur des douanes, et c'est ce qui permet de parler de taxes douanières et de TVA, sur lequel il a déjà écrit plusieurs bouquins. On parlera aussi avec Aline Mujouin, chroniqueur du ZCL sur Bien manger pour bien voir. Ensuite, on va recevoir Sandrine Soukaï, qui est docteur en études anglophones. Elle a fait une conférence hier à l'université citée à Saint-Claude. Et on va terminer avec le salon bio local avec les trois invités, Cindy Conquête, Colin Grenon et aussi Lydia Selbonne. Voilà ce qui fait nos invités. Pour l'actualité, c'est Iman News. Bonjour. Oui, bonjour Danick, bonjour à tous. Au niveau de l'actualité, nous allons parler de la sécurité routière au lycée de Moule qui a pu avoir une opération menée de sensibilisation auprès de la jeunesse pour aborder les risques liés à la conduite et les bonnes pratiques. On se rendra ensuite sur cette remise non au harcèlement où plusieurs élèves ont pu être récompensés sur des productions autour des actions liées au non au harcèlement. C'était la thématique pour saluer leur engagement. Il sera question de voix et d'ateliers autour du cas, donc dans le cadre d'un événement qui est en cours, le village de la Voix. Il y a eu un atelier sur Indesvoix, donc avec la vocalité. C'était une façon de faire connaître aux participants cette vibration essentiel à notre culture. On parlera de foot avec la Corsair Foot Academy, une conférence de presse qui met en avant donc cette nouvelle édition et les nouveautés liées au talent guadeloupéen en matière de football. Et on ira sur Paris pour une réunion en lien avec la RUP à la Guadeloupe, donc la voix des régions ultra-périphériques. On va commencer tout de suite avec la sécurité routière au lycée du Moule, donc sensibiliser les jeunes à la prudence, c'est un objectif essentiel mené lors de cette opération qui permettait d'aborder les risques liés à la conduite et aux bonnes pratiques, notamment en matière de vitesse et de comportement à risque. On voit un reportage de Charlie Dagonia. Alors l'objectif, c'est de sensibiliser les élèves à la sécurité routière. Donc on sait qu'aujourd'hui, avec la nouvelle réforme, les jeunes passent le permis dès 17 ans. C'est de tenter de faire en sorte qu'on n'ait pas plus de morts qu'on est actuellement sur nos routes et tenter de voir si nos jeunes peuvent faire passer l'information en extérieur au niveau des parents et pourquoi pas faire chuter le taux d'accidents sur nos routes. Alors l'objectif, c'est de les sensibiliser à la sécurité routière pour tout simplement diminuer le nombre de morts sur les routes de Guadeloupe qui est très important. On a eu un pic l'année dernière à 54 morts. Donc ces interventions de prévention ont un intérêt très important pour limiter ces chiffres en fait. En vrai c'est bien pour nous, on peut se préparer au plus grave et tout. Et au moins on voit un peu ce que les gens qui sont sur la route ils voient tous les jours et à savoir si on va pas reproduire les mêmes choses que plus tard quand on aurait notre permis. Représente tous les gens qu'on croise tous les jours sur la route, les gens qu'on connaît pas, les précautions qu'il faut prendre pour pas avoir d'accident. Déjà ils sont confrontés à la route puisqu'ils circulent à vélo régulièrement. Ils sont en âge également d'avoir des cyclomoteurs, donc ils sont également sur la chaussée. Et comme vous le dites, donc c'est des conducteurs en devenir. Donc l'intérêt de commencer le plus rapidement possible est révélé sur des journées comme aujourd'hui, quoi. C'est deux genres réalistes. Ça te montre comment te débrouiller quand ça se passe. Comme ça, tu vas savoir. Et au cas où si ça t'arrive, ça peut t'aider aussi. Oui, c'est une bonne sensibilisation parce que il y a plusieurs personnes qui ne respectent pas forcément et qui faut qu'ils pensent que sur la route ils sont pas seuls. Il y a beaucoup de jeunes qui sont morts à cause de ça. Le taux de mortalité est vraiment beaucoup.
Et j'ai perdu des amis aussi qui sont morts dans des accidents. On a tendance à penser que nos jeunes ne sont pas intéressés parce qu'évidemment, pour eux, par rapport à l'âge, il y a l'alcool, il y a la vitesse, etc. Mais plus on fera des préventions au niveau de nos jeunes, plus ça va rentrer dans leur tête. Et comme on a dit dans notre slogan, déposer pied out et déposer téléphone out et lever pied out. Prudence sur la route, hein, faut pas faire n'importe quoi. Il y a des gens qui font n'importe quoi dans la route, mais faut faire attention vraiment, c'est dangereux. Je peux pas savoir qu'est-ce qui peut t'arriver d'un jour au lendemain. Et ouais, faites attention. Voilà, donc un message de prévention qui est essentiel pour nos jeunes conducteurs, mais pas que, pour qu'on soit tous citoyens sur la route. On va parler maintenant de la remise de prix non au harcèlement. C'était dans le cadre de la campagne nationale non au harcèlement. Plusieurs élèves et établissements de Guadeloupe ont été récompensés par des actions de sensibilisation, des productions créatives et des clips, des affiches fortes qui permettaient d'être salués lors d'un événement où Charlie Dagonia était parmi eux. On voit ce reportage. Une opération extrêmement importante qui s'inscrit dans toute la démarche de lutte et de prévention de tout ce qui peut concerner le harcèlement. Donc on travaille avec les élèves sur soit des affiches, soit des vidéos et qui traduisent un message, en tout cas le message qu'ils souhaitent eux-mêmes transmettre sur la prévention du harcèlement et puis la lutte lorsque celui-ci est constitué. On a eu un délai de 4 jours, on s'est pris en plein la dernière minute et avec l'aide de mes camarades, les autres ambassadeurs qui ne sont pas présents aujourd'hui, on a pu monter ce beau projet. Pour moi, l'harcèlement à l'école, c'est quelque chose d'important, qu'il faut beaucoup en parler entre jeunes, etc. Et qu'il ne faut pas le garder tabou, quoi. C'est quelque chose qui est trop, on va dire, sous-coté, comme on dit chez les jeunes. Et qu'il faut le mettre en avant de plus en plus pour sensibiliser tout le monde, quoi. Je trouve que chaque année, le niveau s'améliore. Déjà, on a un nombre de participants beaucoup plus important. Il y a 2 ans, nous étions à 8 participants, l'année précédente à 25 et là nous sommes à 33 participants, donc très belle évolution dans ce cadre. Je suis persuadée que l'année prochaine nous irons encore plus loin et avec des productions encore plus belles et évidemment avec un rôle à jouer au niveau national puisque les meilleures productions montent aussi au niveau national. L'harcèlement me tient à cœur car l'harcèlement, si on ne lutte pas contre, ça peut arriver jusqu'à une situation grave. Nous voulons en lutter car c'est important de s'exprimer, de vouloir dire pourquoi nous voulons pas que ça arrive et surtout pourquoi quand on veut en lutter, si on veut en lutter d'une certaine façon ou d'une autre. Voilà donc des jeunes qui deviennent des ambassadeurs d'une école bien plus bienveillante où chaque élève doit se sentir aussi en sécurité. On va parler de voix et du village de la voix et notamment d'un atelier autour du cas qui ont permis aux participants de découvrir, ressentir et transmettre cette vibration qui est propre à notre culture guadeloupéenne. Un moment d'échange transmis par Solène Fèvre. On voit ce reportage. L'atelier qui est ici à la Sœur Georges Tarrer fait partie d'un plus grand événement qui est la célébration de la Journée mondiale de la voix qui est célébrée dans le monde entier. On a décidé de célébrer cet événement en Guadeloupe par trois événements. D'abord, il y a eu le concours, il y a eu un grand concours populaire qui s'est passé là et qui se termine demain, et par un village de la voix, un grand village. On aurait voulu que dans toutes les communes de la Guadeloupe, qu'il y ait des événements autour de la voix. Mais c'est notre première édition, donc pour l'instant nous avons 3 événements décentralisés, mais le village même aura lieu demain à la salle Taonaba, aux Abîmes, et toute la journée nous aurons des manifestations, des conférences, des ateliers. Je me demande si on peut animer on l'atelier à chanter une des soirs. Comme c'est habité en moi-même, moi son lot et moi qui fait analyse en ça, qui réfléchir, qui écouter mon depuis un moment
On dit, mais pas de problème. Ça, nous qui fait aujourd'hui, nous qui montrons et quelques particularités à manière à chanter là ça. Et nous avons aussi des cognées, des rythmes principaux dans une des sources qui c'est Grage et les Roses. Depuis 10 ans, nous travaillons autour de la voix. Nous avons commencé avec José Gérard Tousset à faire des formations, à former les coachs vocaux. Il y a plus d'une trentaine, quarantaine de coachs formés en Guadeloupe et en Martinique. Et nous organisons des événements autour de la voix, des ateliers. Nous faisons du coaching vocal personnalisé, des défis vocaux. Il va y en avoir un bientôt pour Christelle le 25 avril à Sainte-Rose. Donc c'est tout autour de la voix, toi. C'est ça notre dada. Là, on va chanter là. Quand directement dans non, encore ça meilleur encore. Et de toute façon, chanter là, il y a vie à mon via mon on met mon vrai constatant désir on met mon réflexion mon fait donc automatiquement obligé ni sentiment dedans et adam manière chanter là ça ou quoi sentir sentiment là les mon content les triste les colère les quoi normalement faut sentir ça. Voilà un moment tout particulier qui permet de faire vivre notre mémoire et l'expression collective. On va parler de foot avec la Corsair Foot Academy qui revient pour une nouvelle édition sous le signe de l'excellence forcément sportive et de la formation. On voit un reportage de Nicolas Hachi qui parle de cette initiative qui permet à nos jeunes talents de bénéficier d'un encadrement professionnel. Beaucoup de nouveautés. Déjà, on aura un nouveau directeur technique en la personne de Franck Sylvestre qui va venir avec deux anciens, Sidney Govou et Jimmy Briand. Ils seront accompagnés des nouveaux joueurs comme Steve Savidan. On aura également Louis Saha qui viendra en Guadeloupe. Nous aurons Valérie Gauvin qui va venir coacher les filles. Donc, une édition nouvelle avec également Darren Tulette, le journaliste, confrère journaliste de beIN Sport, confrère journaliste sportif de beIN Sport, que les enfants connaissent et que les enfants adorent. Donc il viendra aussi montrer aux enfants que la voie du sport peut être aussi prise avec un métier qui tourne autour du sport, le journalisme sportif par exemple. Donc voilà les nouveautés, les grandes nouveautés qu'il y aura cette année. En plus de ça, on aura un meilleur suivi des enfants, essayer de sortir des enfants également de ce stage, puisqu'on a des gamins qui ont du potentiel, les emmener vers le haut niveau. C'est une volonté qu'on a, et au-delà de ça, c'est toujours avec la même philosophie, c'est-à-dire former les hommes de demain, parce que la société guadeloupéenne nécessite qu'on forme les hommes de demain. On sourit, et la lumière, malheureusement, ne sera certainement pas plus. Voilà donc la Corsair Foot Academy qui est un vrai tremplin pour nos jeunes vers un avenir professionnel. On va faire notre première pause publicitaire et on revient tout à l'heure pour la suite du programme. Je vous l'ai dit, nous avons aujourd'hui comme premier invité Alain Plaisir. Alain Plaisir, je vous l'ai dit, c'est le président du CIPA, mais c'est aussi un douanier qui connaît bien les problèmes des taxes, surtout de la TVA, puisque je vous l'ai dit, il a fait plusieurs ouvrages sur cette question. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, aux États-Unis, on a vu toute une série de dispositifs qui ont été pris au niveau douanier. On a parlé de 10% pour la Guadeloupe et d'autres anciennes colonies c'était à 35%, je crois, pour la Réunion. Et pour la Chine, on était passé à 125%. Bon, toutes ces questions-là se posent pour les Guadeloupéens, à savoir, est-ce que, premièrement, la Guadeloupe a suffisamment d'importations pour être vraiment taxée comme certains autres pays, et c'est la raison pour laquelle pouvoir répondre à ces questions bien précises que nous avons souhaité avoir Alain Plaisir. Alain Plaisir, merci d'être avec nous. Première question, comment vous jugez un petit peu les décisions de M. Trump vis-à-vis du monde extérieur, avant même de parler de la Guadeloupe? Écoutez, je pense que M. Trump est un peu en contradiction avec l'esprit américain, puisque il faut savoir qu'actuellement, il y a un commerce international qui est basé sur le libre-échange. Oui. Et parmi les instigateurs du libre-échange, il y a les États-Unis d'Amérique qui considèrent, comme le dirait Karl Marx, le marché national n'est pas suffisant. Ce qu'il nous faut, c'est le marché mondial. Donc, ils ont fait en sorte qu'à travers l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, de faire sauter toutes les barrières douanières
C'est-à-dire on assiste maintenant à une suppression des normes tarifaires. Bon, donc on est dans ce système-là. C'est pour cette raison que l'Europe a suivi aussi, puisque l'Europe aussi est dominée par des capitalistes, par déjà des multinationales. Donc l'Europe aussi a baissé ses droits de douane. L'Europe a signé beaucoup d'accords avec un certain nombre de pays, notamment avec le Mercosur, à côté de nous, les pays de l'Amérique du Sud. Et l'objectif de ces accords, de ces traités, c'est abaisser les droits de douane pour que les marchandises circulent sans entrave. Donc c'est ça la logique des Américains. Bon, M. Trump, je suppose qu'il a fait campagne en disant qu'il allait faire ça. Mais en tout cas, ça pose même des problèmes aux Américains, puisqu'on voit que la bourse est en train de plonger, de chuter, parce que les États-Unis vivent d'échanges. Ils vendent beaucoup de marchandises, hein, et ils n'achètent pas seulement des marchandises, ils en vendent beaucoup. Et ils ont aussi un système au niveau des services. Hein. Google, Facebook, ce sont des entreprises, Amazon, des entreprises américaines qui vendent dans le monde entier. Les firmes américaines se vendent dans le monde entier. Les compagnies. Voilà. Et ils ont besoin qu'il n'y ait pas de frontières, de limitations. Donc, alors, bon, pour répondre à votre question, M. Trump a fait des déclarations, mais ces déclarations sont souvent contradictoires, puisqu'on voit, à un moment, il dit « je vais mettre 130% de droits de douane sur les produits chinois », le lendemain, il dit oh, « oui, on va négocier ». Il a mis 25% sur les droits de douane européennes, sur les produits européens, mais en même temps, il dit « on suspend ». Donc, on a l'impression que c'est fait de jeu pour peut-être négocier en position de force. Faire pression, créer une espèce de rapport de force pour négocier, parce que le but, c'est de faire en sorte que la balance commerciale des États-Unis, qui est actuellement déficitaire, ne soit plus déficitaire. Donc, ralentir les importations, hein, et faire qu'il y ait plus d'exportation. Donc, alors, là, il a parlé de 25% pour l'Europe, parce qu'il faut bien comprendre que la France en tant que quantité n'existe plus en termes douaniers. C'est l'Europe, c'est l'Europe. Bon. Et il a parlé des droits de douane pour la Réunion, pour la Guadeloupe, pour la Martinique. Bon. Mais en réalité, il faut bien expliquer ça aux téléspectateurs. La Guadeloupe, ce n'est pas un pays au niveau du commerce international. C'est pas un pays. Le pays, c'est la France. Et donc, la Guadeloupe... Et même au-delà, c'est l'Europe. Et c'est l'Europe, tout à fait. Donc, on est un pays, un département de France et une région européenne. C'est ça, le statut. Donc, le tarif des douanes que nous appliquons en Guadeloupe, ce n'est pas le tarif des douanes de la Guadeloupe, c'est pas le tarif de la France, et c'est le tarif des douanes de l'Union européenne. Donc, on ne peut pas, M. Trump ne peut pas dire je vais mettre une taxe spécifique pour la Guadeloupe et une taxe spécifique pour l'Europe, puisqu'on fait partie de l'Europe. Et en plus une taxe spécifique pour la Réunion. Pour la Réunion, voilà. C'est pas logique, c'est pas logique. On mettait une taxe pour la Bretagne, une taxe pour l'Alsace. Non, c'est bon. Donc, ça manque de logique. Ça manque de logique. D'ailleurs, les ministres français ont interrogé Valls. En gros, il a dit je ne comprends pas cette histoire-là. C'est quoi ça? Bon. Donc, alors, il y a des gens qui sont engouffrés là-dedans en disant oui, on va faire un détournement de trafic, on va faire les marchandises françaises arriver ici. Et aller, bon, non, c'est pas sérieux ça. Soyez sérieux. Il faut informer les Guadeloupéens sérieusement. Alors, c'est comme si demain, la France exporte surtout de l'alcool, des spiritueux, cognac, champagne, tout ça. Alors demain, on va faire venir du champagne Guadeloupe et on va les envoyer aux États-Unis. Il faut pas prendre les Américains pour des cons quand même. Ce qui détermine la taxation de marchandises, c'est pas la provenance, c'est l'origine. C'est l'origine. Donc, un champagne restera toujours un champagne. Et c'est un champagne français. Voilà, il est étiqueté français. Voilà, étiqueté. Bon, il n'y a pas d'origine guadeloupéenne. Il n'y a pas d'origine guadeloupéenne. Même pour le rhum? Alors, pour le rhum? Pour le rhum, c'est un spiritueux. Donc, c'est ça rentre aussi dans... Pour moi, le rhum, ça fait partie des alcools français. Puisqu'on est français. On n'est pas guadeloupéen. Alors après, les Américains ont la possibilité de changer le tarif des douanes. On peut toujours changer les choses. Mais pour l'instant, les marchandises qui sont guadeloupéennes sont d'origine française. L'origine, c'est la France. L'origine, c'est la France. Même le rhum, l'origine, c'est la France. Donc, la notion d'origine... C'est une chose en matière douanière, il y a l'origine et la provenance. On peut sortir, prenons par exemple une voiture qui sort du Japon, une Toyota, ça va en France,
et ça arrive en Guadeloupe. Mais ça reste toujours une voiture japonaise. Oui. L'origine, c'est Japon. La provenance, c'est la France. Donc, on peut faire venir une marchandise, je vois pas tellement l'intérêt, mais enfin, bref, parce qu'il y a quand même le transport pour faire venir la marchandise en Guadeloupe, si c'était possible, faire venir en Guadeloupe pour aller aux États-Unis pour gagner 10% de loi douane, auquel il faut ajouter le transport. Puisque, bon, enfin, bref, pour moi, ça me paraît. Ça veut dire aussi que si l'Europe avait maintenu ses taxes de 25% vers les États-Unis, les produits français qui arrivent ici, des Américains qui arriveraient ici, auraient subi cette taxe? Eh ben oui, tout à fait. C'est une bonne question. Parce que le tarif, parce qu'on dit la douane en Guadeloupe. Bon, moi j'étais douanier, bon. Mais j'appliquais le tarif des tarifs de douane communautaire. Oui. C'est-à-dire c'est le même qu'on applique en Allemagne, qu'on applique en Italie. Une marchandise qui vient des États-Unis, si c'est taxé 10%, en Allemagne ou en Italie, c'est taxé 10% en Guadeloupe. Oui. Nous, on ne fait qu'appliquer la réglementation. Donc, pour répondre à votre question, finalement, une marchandise qui sort de n'importe où, c'est une marchandise qui est taxée selon les critères de l'Union européenne. Oui. Le tarif, la seule chose que nous avons ici, bon, on en parle quelquefois, la seule chose que nous avons spécifique à nous, c'est l'octroi de mer. Tout le reste, c'est la réglementation française ou européenne. Alors, ça signifie que, d'une manière générale, que Trump, j'ai envie de dire, qu'on s'est trompé même sur la situation douanière de nos régions. À mon avis, alors je ne sais pas si c'est trompé, s'il a fait ça exprès pour je ne sais pas quelle heure, mais c'est quand même bizarre qu'il met des trucs sur Saint-Pierre-Miquelon. Oui, c'est que Miquelon, c'est pratiquement, c'est rien. Bon, c'est 5000 habitants, il met des taxes sur d'autres pays. Bon, il paraît même qu'il a mis une taxe sur des lois de douane sur un pays où il n'y a pas d'habitants. Donc, on a l'impression qu'il a pris sa carte, il a dit ça, il m'emmerde, c'est là, je vais mettre l'Europe, c'est ça, la Chine, c'est ça, là, les Caraïbes, c'est ça. Donc, nous, on a des pays de la Caraïbe, la Dominique, effectivement, il peut prendre des mesures pour la Dominique. Oui. Il peut dire, par exemple, la Chine s'étend, le Brésil s'étend, la Dominique s'étend, ou Barbade, des pays indépendants. Mais nous, on est une région européenne et un département français. Oui. Donc, je ne sais pas si... il peut très bien, pendant la durée de son mandat, il peut faire... parce que là-bas, ils font beaucoup de choses par décret. Il n'y a pas de débat, comme en France, à l'Assemblée nationale, où on débat. Lui, il signe un décret, il dit, bon, on va considérer que la Guadeloupe et la Martinique sont des pays comme s'ils étaient indépendants, on va leur donner une petite faveur, non. Ça me paraît un peu... Mais ça signifie que nos politiques n'ont rien compris, alors? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais pour d'autres sujets... Je pense qu'il devrait se rapprocher des gens qui savent. Il y a des gens qui savent en Guadeloupe. Hein. Il y a une université, il y a des gens... nous avons des experts aussi. Hein. Tout à fait. Contrairement, parce que quand on était à la douane, on recevait des gens de Bercy. Hein. Et avec quoi on parlait? On parlait de fiscalité. Oui. On disait que, par exemple, je me rappelle, on s'est battu pour qu'il y ait un aéroport à Saint-François. Oui. Ils ne comprenaient pas. Ils disaient, oui, mais pourquoi Saint-François? C'est pas un truc, c'est pas un aéroport international. On dit, oui, mais il y a des gens, hein, des petits avions qui viennent des États-Unis qui vont à la truc. Et il faut qu'ils soient contrôlés. Oui. Donc, c'est une initiative des syndicats douaniers. Donc, on peut discuter, mais il faut connaître les dossiers. Oui. Si on ne les connaît pas, ben, il faut voir des gens qui savent. Bon, alors, en conclusion de ce que vous venez de dire, c'est que, en fait, pour que les gens comprennent et se rassurent, les importations ou exportations de la Guadeloupe sont régies par la loi française européenne, communautaire. Oui, tout à fait. D'une manière générale. Quel que soit. Hein. Quel que soit, ouais. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Et donc, la décision de Trump, c'est une décision, j'ai envie de dire, presque fantomatique, finalement. C'est pas un coup de bluff, c'est pas, puisque c'est quelqu'un qui a fait des déclarations, hein, il fait des déclarations un peu en porte-pièce. Oui. Je ne sais pas quel exemple il prend, mais il dit des choses et le lendemain il dit autre chose. Là il dit je mets des taxes 25% pour la France, après il dit je vais suspendre. Bon. Et après il a dit pour la Chine, et comme les Chinois ont dit bon, puisque c'est ça, nous on va vous taxer. Parce qu'eux ils ont les moyens. Ils ont dit ouais, bon, on va vous taxer. Et là finalement il dit ah ben bon, on va discuter avec les Chinois. On va discuter avec les Chinois. Donc les Guadeloupéens n'ont pas à craindre, en tout cas ce truc-là, parce que par contre, je pense que c'est où on se demande si nous sommes des Français et des Européens, puisqu'on est des Européens, et on nous le dit souvent, quand il s'agit de fonds européens, il y a une mesure que l'Europe pourrait prendre pour
contrer les Américains, pour faire dire, bon, attention, vous voulez nous emmerder, mais on peut vous emmerder aussi. Alors, il y a quelques années, rappelez-vous, il y avait une manifestation en Guadeloupe, des bananiers, tout ça. Bon. Oui. Et donc, on a fait rentrer la banane de Guadeloupe et de la Martinique dans l'Organisation commune des marchés européens. Et grâce à ce système-là, l'Europe prenait en charge la défense de la banane antillaise et taxait les bananes venant de zone dollar, mais c'est des multinationales américaines qui sont Panama, des pays latino-américains qui sont... Voilà. Et il y a eu ce qu'on a appelé la guerre de la banane, et les Américains, justement, ont attaqué l'Union européenne devant l'organe de règlement des différends. Et il y a eu un procès, et les Américains ont gagné. Ils ont dit, les taxes qu'on mettez sur la banane américaine, enfin latino-américaine, c'est pas normal, puisqu'on a un système de libre-échange, il faudra que vous baissiez les taxes jusqu'à les faire disparaître. Et ils ont, alors, premier accord, hein, on peut vérifier ça, les taxes, le droit de douane, disons les droits de douane, pour être précis, c'était 175 €. Maintenant, c'est à 75 € la tonne, et bientôt, ça passera à 0%. 0%. C'est-à-dire que la banane antillaise ne sera plus protégée, d'où certains béquets, simplement, commencent à faire la banane en Côte d'Ivoire, hors de l'Europe. Et donc, l'Europe pourrait dire, bon, puisque vous voulez taxer le champagne et le Guani, nous, on va taxer, c'est 6 millions de tonnes quand même, hein, 6 millions de tonnes de bananes que l'Europe achète, Panama, Costa Rica, Salvador, et seulement 300 000 tonnes pour Guadeloupe, Martinique. Donc, l'Europe pourrait dire, bon, on allait supprimer les taxes. Non seulement on ne va pas les supprimer, mais on va les augmenter. Là, un argument de discussion. Puisque l'Europe a dit, enfin l'Europe et la France, on va taxer le whisky américain. Bon. C'est bien, mais la banane, c'est quand même c'est important aussi pour nous. Alors, et c'est important pour l'Europe aussi, parce que l'Europe, les fameuses taxes là, le droit de douane, c'est une recette de l'Europe. Alors, il y a une autre question sur laquelle je voulais vous voir revenir, c'est la différence de prix des produits pétroliers entre la Guadeloupe et Saint-Martin. Comment expliquer ça? Ah oui, alors la Guadeloupe nous dépend de la SARA. Qui a le monopole. Bon, et donc c'est le préfet qui fixe le prix, alors que Saint-Martin, qui est un PTOM, qui n'est pas comme nous. Même avant. Mais avant c'était une zone franche. Les zones franches, ils ont toujours un système fiscal un peu différent, et ils s'approvisionnent auprès des îles Vierges américaines. Ailleurs. C'est comme si demain on pouvait s'approvisionner directement au Venezuela. On a fait un moment, mais ils ont dit que c'était pas aux normes européennes. Donc on nous impose d'acheter à la SARA. Et la SARA, c'est une raffinerie, on dit raffinerie des Antilles, mais il y a le groupe Total là-dedans. Ils achètent le pétrole, disent-ils. Mais ils achètent le pétrole au Venezuela. Même au Venezuela. Non, mais officiellement, ils disent non. Ils disent qu'ils achètent du pétrole au Venezuela. J'ai eu l'information. Oui, parce que pendant le LKP, on avait soulevé ça. Mais officiellement, ils disent que le pétrole n'est pas aux normes, on achète du pétrole brut de la mer du Nord. Et comme ça vient de la mer du Nord, c'est plus cher. Mais ils achètent au Venezuela. Mais c'est même en Trinidad, même que j'ai su, même en Trinidad. Et donc, ça explique ces différences. Alors, je suis obligé de vous poser 2 ou 3 petites questions politiques quand même, puisque vous êtes là. Comment vous voyez un petit peu actuellement l'État français tel qu'il fonctionne depuis la dissolution de l'Assemblée nationale française, avec les changements de ministres, il y a eu bien sûr le procès Le Pen récemment, enfin, tous ces bouleversements, entre guillemets, font que la France est dans une situation un peu paradoxale. Oui, c'est l'instabilité, parce qu'il n'y a pas de majorité absolue. De Gaulle a eu une majorité absolue, Mitterrand aussi un moment, Sarkozy, mais là, il n'y a pas de majorité absolue. Pour qu'il y ait une majorité, il faut qu'une coalition. Par exemple, il faudrait par exemple que le front de gauche, enfin, pas le front de gauche, ils appellent ça la nouvelle... le nouveau Front populaire. Le nouveau populaire s'allie avec le Front national, le Rassemblement national, ce qui est impossible. Bon, le Rassemblement national pourrait s'allier avec Renaissance, le parti de... Ils ne sont pas en bonne... Voilà, mais ils sont aussi dans des stratégies pour les municipales et les présidentielles. Donc, personne ne veut faire d'alliance qui pourrait nuire lors des présidentielles. Donc, on n'a pas de majorité. Et comme on n'a pas de majorité,
Macron qui aurait dû respecter les élections, où il y a quand même eu un parti qui arrive en tête, hein, c'est le nouveau Front populaire, n'a pas voulu nommer un Premier ministre d'ailleurs de gauche, et ils ont nommé quelqu'un de droite. Hein. Là maintenant c'est Bayrou, c'est le centre, qui dit le centre dit la droite. Et donc ça crée une instabilité parce que lui, il ne peut pas faire ce qu'il veut non plus Bayrou parce qu'il peut être sanctionné. Il peut avoir une motion de censure, donc il y a une grosse instabilité. À côté de ça, il y a eu des négociations. Il aurait dû avoir des négociations sur les retraites. C'est une condition pour les socialistes. Hein. Ils disaient, bon, on pourrait faire partie de la majorité, mais à condition que vous reveniez sur l'âge du départ à la retraite. Ça n'a pas lieu, donc c'est très instable. Et M. Bayrou, il peut tomber à n'importe quel moment. Et parce qu'en plus de ces problèmes-là, il y a des problèmes de la dette de la France. Hein. Mais en ce moment, il a des gros problèmes budgétaires. Il n'arrive pas à trouver des éléments financiers pour... Alors, est-ce que ça a des conséquences directes sur la situation financière de la Guadeloupe? Ah oui, tout à fait. Puisque l'État veut faire des économies, ils ont annoncé 40 milliards d'économies. Donc forcément, ils vont prendre déjà sur... les dépenses de fonctionnement, où il y a les fonctionnaires, et les dotations aux collectivités. Donc les collectivités peuvent s'attendre à avoir moins de dotations. Et, ça, c'est au niveau des dépenses. Et au niveau des recettes, on parle de taxer un peu plus les retraités. Et on peut revenir sur l'abattement fiscal que nous avons dans les DOM. Carrément. Ah ben, on peut revenir, puisqu'ils cherchent des sous. Et on ne pourra pas justifier ça devant l'opinion publique. Ils vont dire comment ils ont passé Bougla habiter un abattement de 20% en Guadeloupe et non pas dit ça. Bon. Donc on peut faire ça. D'autant plus que le pourcentage de Guadeloupéens qui paient les impôts est très limité. 25%. 25% à peu près. Donc avec ça... alors l'autre débat qui revient chaque fois qu'un ministre passe ici, on en parle, c'est le problème de l'octroi de mer. Oui. Alors, est-ce que cet octroi de mer permet réellement aux collectivités comme la région ou autres, ou les municipalités, de tenir la route au cas où la France lâcherait? Bon, alors, comme vous le savez, moi je suis un autonomiste depuis longtemps et je me bats pour que la Guadeloupe ait des compétences fiscales et douanières parce que c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Or, ce que nous avons sont des dotations de l'État plus les recettes d'octroi de mer. Bon. Pourquoi nous avons l'octroi de mer? C'est parce qu'on avait depuis l'époque coloniale, mais c'est resté d'une manière provisoire. C'est une vieille taxe. Une vieille taxe qui a plus de 100 ans. Bon, alors maintenant, l'octroi de mer rapporte un peu plus de 300 millions à la région et aux communes. C'est, pour certaines communes, les plus petites, c'est jusqu'à 60% des recettes de fonctionnement de ces communes-là. Donc je dis déjà que l'octroi de mer est indispensable dans le cadre actuel, dans le cadre départemental. Bon. Mais cet octroi de mer n'arrange pas beaucoup de monde. Ça n'arrange pas certains importateurs. Tout à fait. Monsieur Leclerc, Édouard Leclerc, quand il est arrivé en Guadeloupe, il a dit bon, je vais faire supprimer l'octroi de mer. Ça n'arrange pas certains particuliers qui pensent que la vie est chère à cause de l'octroi de mer. Et donc il y a tout ce débat. Et la France même, la France et l'Europe, c'est toujours l'Europe, on est dans le système de libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux. Or, l'octroi de mer peut être considéré comme effet équivalent droit de douane. Effet équivalent, c'est le terme. C'est-à-dire que ce n'est pas un droit de douane, mais en même temps, comme on le met sous les marchandises qui viennent d'Europe, c'est l'équivalent droit de douane. Et c'est pour ça qu'ils veulent réformer l'octroi de mer. Et ils veulent réformer l'octroi de mer, et si ça se fait, ça va se faire, ils vont prendre la décision de transformer l'octroi de mer comme une TVA. Et s'ils transforment comme une TVA, il peut y avoir une période transitoire où cette TVA sera différente de la France, puisqu'elle est plus faible. Mais elle ne sera pas récupérée par les collectivités. Non, ils ne sont pas récupérés. Mais ils vont donner dotation. Mais c'est toujours pareil, on sera obligé de tendre la main, alors que là, c'est une recette des collectivités qui est interne. Et qui est peut-être la seule petite autonomie fiscale que nous avons. Et qu'il faudrait maintenir après une autonomie ou une indépendance. Alors, si nous sommes indépendants, moi j'ai écrit un livre récemment, L'autonomie est viable, pour notre fiscalité, pour une Guadeloupe autonome, il faut qu'on fasse comme un pays indépendant. C'est-à-dire mettre des droits de douane, l'octroi de mer, mettre un tarif unique, on peut mettre un tarif unique, comme à Saint-Barthélemy, et faire en sorte que ça ne touche pas les produits de première nécessité. Bon. Et qu'est-ce qu'on a la TVA
qui existe maintenant, récupérer cette TVA, récupérer la TVA, récupérer toutes les recettes de l'État en Guadeloupe, c'est-à-dire le droit de navigation, même l'impôt sur le revenu, récupérer tout ça. Et finalement, à un moment, l'octroi de mer va disparaître progressivement. Oui. Mais parce qu'on ne peut pas supprimer. Oui. Si on fait des calculs, on ne peut pas supprimer ça. Donc il faut mettre en place de nouvelles recettes pour faire disparaître progressivement l'octroi de mer. Et la dernière question que je vais vous poser, c'est la grosse inquiétude des Guadeloupéens qui ont peur de l'autonomie, voire même de l'indépendance, voire de l'autonomie. On sait qu'il y a en Guadeloupe près de 37 000 personnes qui vivent du RSA. Ouais. Il y a 103 000 personnes. Je crois qu'il y en a même plus. Même, enfin, ça a baissé un tout petit peu. Ouais, et près de 103 000 personnes qui vivent en subvention, enfin, qui sont adhérents à la CAF. Ouais. Alors, est-ce que l'État guadeloupéen futur aura la possibilité de verser ces subventions, enfin, aux Guadeloupéens qui sont très dépendants? Il suffit d'aller à la poste à la fin du mois, on voit tout de suite ce qui se passe. Eh bien, c'est le débat que nous avons, que nous aussi, on a avec nos camarades anticolonialistes. Nous disons que l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. Oui. Si on est indépendant, il faudra tout de suite, non seulement payer les gens qui sont RSA, il faudra payer les allocations familiales, il faudra gérer le système de santé qui coûte très cher, il faudra payer les fonctionnaires, dont 8 000 fonctionnaires de l'éducation nationale. Donc ça coûte beaucoup d'argent. Bon, moi j'ai fait des calculs, je dis que pour l'instant il y a des compétences qu'on laissera à l'État français, notamment l'éducation. Oui. Bien qu'on ait un droit de regard sur les programmes, mais qui garde ça pour payer les gens. Aussi la santé et le RSA, quand on est autonome, on a encore droit à cette... comment on dit, c'est pas une subvention, on a droit à ça toujours. J'ai regardé ce qui se passait à Saint-Barthélemy, bien qu'ils aient très peu de gens de RSA, mais continuent à toucher les RSA. Donc pour l'instant, si on est autonome, les gens seront payés du RSA toujours. Ouais. Pendant une période. Pendant une période. Bon, mais l'objectif, c'est quand même, parce que les RSA, il faut dire que ce sont des gens qui ne travaillent pas, qui sont au chômage. C'est ça le problème. Donc l'objectif, c'est quand même de faire réduire progressivement le chômage en créant des emplois, en créant une activité. Et pour créer une activité, il faut qu'on ait un certain nombre de pouvoirs que nous n'avons pas maintenant. Je prends l'exemple, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, mais je dis ça choque peut-être des gens. On n'aura jamais de souveraineté alimentaire tant qu'on sera dans ce système. Bien au contraire, on aura de moins en moins de souveraineté alimentaire. Les chiffres sont là. Donc si vous n'avez pas les moyens de protéger votre production, d'aider, de subventionner, parce qu'on attend les subventions de l'Europe, ça ne vient pas comme ça. Le PCI, on a bien vu à qui profite le PCI. Exactement, parce que c'est 80%, c'est la banane. Après, même les autres qui pourraient bénéficier, il faut qu'ils soient rajoutés des charges sociales et fiscales. Donc nous, on a les moyens de subventionner, mais à condition qu'on récupère des recettes nouvelles. Les recettes nouvelles, c'est la TVA française, qui est plus élevée que l'octroi de mer, c'est 400 millions. Et si nous sommes autonomes, on récupère ça. Parce que c'est un impôt payé par les Guadeloupéens. Il faudrait réduire la consommation ou bien la maintenir au même niveau? Mais de toute manière, si vous réduisez, il faut consommer autrement. Il faut consommer autrement. Parce que vous avez dans vos boîtes aux lettres plein de publicités, les gens mangent différemment. Quoi. On n'est pas obligé de manger autant de fromage qu'en France. Donc il faut consommer. Ni autant de champagne non plus. Champagne, pardon pas. Ok, monsieur Plaisir, merci en tout cas de cette intervention qui était nécessaire pour clarifier un petit peu cette situation au lendemain de l'arrivée de monsieur Trump au pouvoir. Je vous pose la toute dernière question. Un petit mot, vous irez au municipal? Personnellement, je ne pense pas. Je vais soutenir probablement un candidat ou une candidate, mais moi, je n'irai pas personnellement. Voilà, c'est fini pour cette première interview. On va recevoir tout à l'heure Aline Mijoin et Sandrine Soukaï, et puis nos derniers invités, Cindy Coquette et Coline Grenon et Lydia Selbona tout de suite. Voilà, c'est notre dernière séquence. On va recevoir dans un instant Madame Aline Mijoin, qu'on est content de revoir. C'est bien le cas de le dire. Bonjour, Madame Mijoin. Au revoir. C'est ça. Et donc, on va parler de bien manger pour bien voir, justement. Et ensuite, on va recevoir Sandrine Soukaï. Bonjour.
Elle est titulaire d'un doctorat au EPS, doctorat européen en études anglophones. Hier, elle était à l'université à Saint-Claude. Elle a tenu une conférence sur laquelle on va revenir. Elle est agrégée d'anglais. On peut dire welcome. Happy to see you here. Bon, voilà, elle est membre du laboratoire LISA et donc elle a fait une conférence sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Et c'est une dame qui fait beaucoup de recherches et je crois qu'elle a même un livre en préparation. Oui. En français ou en anglais? En anglais, mais on parlera aussi de publications en français. Voilà. Bien. On fait un petit rappel des titres rapidement avec Iman. Oui, on a parlé de sécurité routière au lycée du Moule, donc avec des actions pour sensibiliser la jeunesse. Il était aussi question d'une remise de prix, donc non au harcèlement, où plusieurs publications ont pu être récompensées dans différents établissements en Guadeloupe. Il était aussi question de l'atelier autour du cas dans le cadre du village de la Voie. On a parlé foot avec la Corsair Foot Academy, conférence de presse qui lance la nouvelle édition. Et on parlera tout à l'heure des voies des régions ultra-périphériques qui sont maintenant dirigées par la Guadeloupe. La Guadeloupe. Mais oui, parce que M. Chalice est allé à la Réunion et c'est ensuite de ça qu'on a nommé président. Bien. Alors, générique de Mme Mijoin et on va voir ce qu'on va voir. Artificiel, bien manger pour bien voir. Merci Aline. Alors, je ne savais pas que le manger et la vision étaient liés. Absolument. Absolument, le bien manger est toujours lié de toute manière à la bonne santé, c'est déjà quelque chose d'important et c'est sûr que bien manger, l'alimentation a un effet bénéfique sur notre vision. Et c'est quelque chose d'extrêmement crucial et c'est important. Il y a des choses particulières qu'on doit manger pour bien voir? Alors oui, naturellement, il y a des choses qui sont particulières, mais avant de commencer à analyser les nutriments qui seraient intéressants pour la vision, on va essayer très sommairement de comprendre comment fonctionne le corps humain. Oui, allons-y. N'est-ce pas? Et donc, en fait, il faut imaginer que le corps humain serait une grande ville. On va prendre un exemple assez simple. Une grande ville où il y aurait des usines. Les usines, ce sont nos cellules. D'accord. Les cellules, donc, fonctionnent et donc produisent de l'énergie de manière à ce que cette grande ville puisse fonctionner, à savoir, donc pour notre corps, manger, respirer, boire, etc. Produisent de l'énergie. Mais quand elles produisent de l'énergie, elles produisent aussi ce qu'on appelle des déchets. Des déchets, bien sûr. Qu'on va appeler des radicaux libres. D'accord. Le radical libre, en fait, est une molécule qui est instable et qui a perdu un électron. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme elle n'accepte pas d'avoir perdu son électron, elle va tourner. Ouais. Elle va aller la voler à une cellule. Ah, d'accord. À une cellule saine, qui, elle, devient à ce moment-là une cellule instable, qui va voler encore une molécule, enfin un électron, à une autre cellule, et c'est une réaction en chaîne. D'accord. Et en fait, cette réaction en chaîne provoque des vieillissements assez rapides, des vieillissements prématurés de nos cellules, donc de notre corps, et provoque donc des instabilités au sein de notre corps. D'accord. Mais notre corps est quand même une machine extraordinaire, et on le sait. Parce que, en fait, notre corps va produire ce qu'on appelle des antioxydants. On entend souvent parler des antioxydants. Okay. Et les antioxydants, ce sont donc des cellules qui ont en fait dans leur bagage des électrons en trop, en plus. Donc elles vont donner à ces fameux radicaux libres un électron pour pouvoir les stabiliser. Mais elles, sans se rendre instables. D'accord. Et donc notre corps va produire tout naturellement déjà des antioxydants pour pouvoir équilibrer les éléments. Le radical libre, on a bien compris que il vient, il détruit, il déséquilibre, mais quelque part, quand il n'est pas quand ils sont pas trop nombreux, ils sont pas dangereux parce que c'est ce qui nous permet en fait de lutter contre les virus, de lutter contre les bactéries. Mais quand ils sont trop nombreux, c'est là à ce moment-là qu'il y a des déséquilibres. Et malheureusement, notre corps n'a pas toujours la possibilité de sécréter suffisamment d'antioxydants pour pouvoir contrebalancer.
et la pollution, le stress, notre mauvaise alimentation sont des éléments qui contribuent à ce que le corps produise de nombreux radicaux libres. Alors, justement, on va arriver à ces nutriments qui sont bons. Voilà. On a vu ceux qui sont mauvais, alors, qui sont bons. Alors, quels sont-ils? Alors, justement, donc, comme le corps n'a pas la possibilité de générer suffisamment d'antioxydants, nous allons les puiser où? Dans notre alimentation. Et nous avons la chance d'avoir des aliments qui ont tous les nutriments dont notre corps a besoin, dont notre organisme a besoin, pour pouvoir se rééquilibrer autant que faire se peut. Et particulièrement donc au niveau de la vision, puisque nous parlons aujourd'hui des yeux, au niveau de la vision, là où nous aurons les impacts du vieillissement prématuré, ça sera au niveau des yeux, où on peut avoir donc des cataractes précoces. On peut avoir ce qu'on appelle la DMLA. La DMLA, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est l'une des causes principales, l'une des premières causes de la cécité au niveau des personnes plus âgées. Et les nutriments qui vont être utilisés, ils sont en famille à peu près de 4. On a les vitamines. Oui. Donc les vitamines A, la vitamine A qui va gérer particulièrement la vision nocturne. On a ce qu'on appelle donc tout ce qui est bêta-carotène, donc la famille des bêta-carotènes. Donc au niveau de nos yeux, on a un nom qui est un peu complexe. On appelle la lutéine et la zéaxanthine, qui sont particulièrement importantes au niveau de notre œil pour notre vision centrale et nous permettent d'avoir de la précision. Nous avons tout ce qui est oméga 3 qu'on va trouver dans les poissons gras, et tout ce qui est zinc en petite quantité pour permettre à nos yeux d'être mieux. Où on va les trouver? Dans quel aliment allons-nous les trouver? Dans quel légume même? Dans quel légume? Alors, la vitamine A, comme la lutéine et la zéaxanthine, qui sont... la zéaxanthine et la lutéine sont dans la catégorie donc des bêta-carotènes. On entend bêta-carotène, on entend carotte. Donc tout ce qui est légumes ou fruits où on a une tendance de jaune, d'orangé, donc on va les trouver dans les carottes, mais dans nos giromons. Dans nos giromons, là à présent c'est saison en mango. On va les trouver dans les patates douces. On va trouver ces nutriments dans les patates douces. On va les trouver dans les papayes. Tous ceux qui autour de nous auraient justement cette couleur un peu orangée. Mais on va les trouver aussi dans tout ce qui est feuillu, dans tout ce qui est légumes feuillus. Et parmi les légumes feuillus, on pense aux épinards. Mais à présent c'est saison à crabe. Eh bien, on pense au calalou. Voilà. Et donc, le calalou, c'est vrai qu'on y pense essentiellement en période de Pâques, mais c'est un légume qu'on pourrait consommer plus régulièrement pendant toute l'année. On peut le prendre en soupe. Nous pas obligés de mettre tous les éléments gras qui sont dedans, mais c'est quelque chose qui pourrait être très bénéfique pour nos yeux et qui peut lutter contre le vieillissement de l'œil. Nous avons tout ce qui est zinc. Le zinc, on va le trouver dans quoi? Dans le crabe. Dans tout ce qui est crustacé, dans les huîtres, mais on va aussi les trouver dans certaines graines particulières. On a parlé des oméga 3. Les oméga 3, on les trouve où? Mais dans les poissons. Dans les sardines. Dans les sardines, exactement. On pense particulièrement au saumon, mais nous pas ni saumon ici dedans. Donc, on peut en avoir, mais c'est importé. On a des caillis, ça va. Voilà, mais ici, justement, nous avons les poissons qui sont dans notre environnement. On va penser à la platine. C'est un ami, et je le salue, c'est Eric, un pêcheur qui m'en a parlé. Donc, on va penser aux platines. On va penser à tous ces poissons gras, le thon, etc. Mais il ne faut pas hésiter, quand on va justement près de notre pêcheur, de lui poser la question. Parce que moi, je ne connais pas forcément l'étendue, mais eux, les pêcheurs, ils connaissent exactement de quoi ils parlent et ils peuvent vous conseiller à ce niveau-là. On va penser donc donc on a parlé de bêta-carotène, on a parlé de vitamine A, on a parlé aussi on n'a pas parlé des vitamines C. La vitamine C, la vitamine E, la vitamine C, on la trouve où? Mais dans les oranges, les citrons. Dans les citrons, dans les agrumes. Mais l'un des fruits que nous avons en Guadeloupe, qui est méga
qui a des vitamines C en quantité. Méga vitaminé en vitamine C. Oui. C'est Cicerise, c'est nos cerises pays. Ah oui. Les cerises pays qu'on trouve souvent sous forme de... On les trouve en pharmacie en nutriments, sous le terme d'acérola, mais c'est nos cerises pays. Ouais. Un antioxydant important que nous avons ici, c'est la groseille pays. Aussi, oui. Et donc, faut pas... Et en fait, l'idée, c'est déjà de colorer nos assiettes, tout simplement, de prendre le temps de mettre tous ces nutriments au sein de nos assiettes, de notre manière de manger, en smoothie, déjà de façon directe, mais avoir toujours le réflexe de manger ce qui provient de notre environnement. Pourquoi? Parce que les fruits et les légumes seront chargés donc de nutriments qui seront actifs et qui nous permettront vraiment de contribuer, donc non seulement à avoir une vision meilleure, nocturne, à diminuer à ralentir autant que faire soit peu le vieillissement de nos cellules, et particulièrement nos cellules au niveau des yeux, de nous permettre de lubrifier l'œil, d'avoir un œil qui soit moins sec, d'avoir un œil qui soit moins sensible à tout ce qui est... avoir plus de larmes, tout simplement, et donc contribuer à avoir les éléments nécessaires. Mais c'est très intéressant, ça. J'avoue qu'elle a dépassé le cadre de la vision, là. Mais c'est la vision. Oui, c'est la vision. Non, quand je dis dépasser le cadre, c'est-à-dire qu'à partir de la vision, on est passé là vers la nature. C'est ça. Oui. C'est pour dire en fait que notre environnement contribue à ce que nous soyons mieux. Et on le voit de manière générale. Nos parents en vivaient bien parce qu'ils étaient attachés à leur environnement. Nous, on s'est décrochés. Et bien, du coup, on a développé plusieurs maladies quand on voit la prévalence des cancers, ben, en fait, c'est parce que nous avons déséquilibré notre organisme. Et en fait, l'idée, c'est, on sait bien que l'alimentation ne va pas tout résoudre, mais contribue à un mieux-être et naturellement ne se substitue pas à un quelconque comment dirais-je, si un médecin vous a donné une prescription, ne se substitue pas à une prescription de médecin, mais va accompagner et va vous accompagner pour votre mieux-être. En tout cas, le petit tableau qui a été fait, qu'on voit là en ce moment à l'écran, il va être très utile et je conseille aux gens de le garder. Absolument, absolument. De le garder, de le regarder. De le garder, le regarder. Ne pas oublier qu'on a des scientifiques ici en Guadeloupe qui font un travail extraordinaire. Donc, prendre le temps vraiment de faire attention à tous les travaux qu'ils nous proposent. Je pense à Dr Henri Joseph, je pense à Dr Suzy Zozio qui font un travail extraordinaire. J'ai ramené, je ne sais pas si on les verra, un livre de Jean-Louis Longfosse qui m'a aidé pour préparer cette émission-là. Et on a au sein, ils en ont plusieurs comme ça, et on a au sein de notre bibliothèque un certain nombre de scientifiques, un certain nombre de personnes. Jean-Louis Longfosse en est un, il y en a d'autres qui proposent, et ne pas hésiter à être... de se reconnecter de nouveau, tout simplement. De se reconnecter de nouveau. Et l'opticien reste toujours à vos côtés pour pouvoir vous accompagner à mieux voir avec donc les produits que nous proposons, mais accompagné aussi d'une bonne alimentation. Ça contribue au mieux-être. Bien, donc c'est une manière de prendre soin de ses yeux. Prendre soin de ses yeux, quand on prend soin de ses yeux, on prend soin de soi. De soi-même. On prend soin de soi. En tout cas, prendre soin de son capital visuel, c'est important. Je peux poser une question qui n'a rien à voir avec la vue? Vous pouvez. Il paraît qu'Archimède est de retour. Absolument. Et nous serons d'ailleurs sur scène le mardi 22, donc juste après Pâques, le mardi 22, nous serons au Moule et nous serons le 25 à Proto, aux Abîmes. Parce que j'ai vu Madame Cancel ce matin qui me disait que beaucoup de gens parlent de Géotier Archimède, mais beaucoup ne savent pas son parcours. Absolument. Et donc la nécessité de remettre cette pièce sur le devant de la scène. Mais de toute manière, cette pièce... Ça fait combien d'éditions, combien de représentations? Nous en sommes à peu près à une quinzaine d'éditions, mais ça reste toujours d'actualité parce que la vie de Géotier Archimède est une vie extrêmement riche qui nous permet, nous, de mieux comprendre aussi la réalité de notre Guadeloupe d'aujourd'hui. Et je pense singulièrement pour les femmes de pouvoir se positionner, de comprendre le combat qui a été mené, mais ce n'est pas qu'un combat de femmes, c'est un combat universel
sel, et c'est là que c'est important. Bien. Je me permettrai juste de rajouter par rapport à ce sujet, bien manger pour bien voir, ben on sait bien que tout ce qui est alcool, tabac, tous les produits trop sucrés, trop gras, trop salés, voilà, ce sont des choses qui amènent, ne vont pas dans le bon sens. Alors, on va parler du salon bio, justement. Il y a un salon bio qui se fait mardi 6 mai, on va en parler. En tout cas, j'ai presque envie de dire qu'il faut venir plus souvent, madame. Nous pas avoir assez souvent. Bon, mais c'est pas mal. Voilà, 13h36. Il y a une pause pub tout de suite, oui? Non, on continue, mais on va passer tout de suite la parole à madame Soukaï. Je l'ai dit, elle est docteur européen, c'est le titre, elle est agrégée d'anglais. Et hier, elle était donc à l'université invitée pour pouvoir faire puisqu'elle est membre associée du CRILAS, faire une intervention sur les littératures postcoloniales, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Parce que c'est l'ère du temps en ce moment. Alors, je vous pose la première question. Pourquoi vous avez fait ce type d'études sur les littératures postcoloniales? Alors... Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? C'est une bonne question, pas forcément une question à laquelle ça m'est venu un peu naturellement. Voilà, je pense que le fait d'être insulaire, le fait de venir de la Guadeloupe, le fait qu'on soit département, voilà, il y a un certain nombre de choses qui se jouent dont on n'est pas nécessairement conscient. Donc, assez tôt dans ma scolarité, j'ai été attirée par le champ des études postcoloniales, même si ça vient de l'Académie anglo-saxonne des années 80. Et en fait, en France, ça a été beaucoup plus tardif pour plusieurs raisons. On a des précurseurs comme Frantz Fanon, très souvent cité comme un précurseur. Vous avez vu le film en passant? Non, pas encore. C'est vrai, vous venez d'arriver. Mais... un film à voir. Oui, il faut le voir. Oui, en fait, je pense, pour répondre à votre question, que c'est venu un peu naturellement. Cet intérêt pour les cultures, la valorisation des cultures, en fait, des anciennes colonies, des littératures des anciennes colonies. C'est vraiment ça qui a été pensé par la pensée postcoloniale. Alors, vous savez qu'il y a une petite polémique là-dessus. Il y a des gens qui disent la Guadeloupe est dans le post-colonial, mais il y a des gens comme moi qui disent qu'on est encore dans le colonial. Alors, c'est pour ça qu'il faut clarifier ce qu'on entend par post-colonial. Voilà, j'allais vous y venir. Alors, post-colonial, ce n'est pas un terme à comprendre de manière chronologique. Et historique. Voilà. Si on part sur une base historique, on se dit qu'après l'indépendance ou après l'autonomie, une forme d'autonomie, on est en dehors du colonialisme, on a loupé un peu le coche. Le post-colonialisme, c'est vraiment étudier effectivement ce qui se passait pendant la période coloniale, étudier ce qui a été très souvent une marginalisation des cultures des pays colonisés, des cultures, des langues, culture au sens très très large, mais c'est aussi donc des littératures, mais c'est aussi en fait voir quelles sont les manifestations un peu néocoloniales. Il y a tout un tas de discussions autour du jargon, de la terminologie qui conviendrait académiquement. Puisqu'on parle même aujourd'hui de décolonial. Bien, on parle, tout à fait. On ne trouvera jamais l'étiquette qui conviendra exactement. L'idée, c'est comprendre que c'est plutôt un discours critique en cours d'élaboration, qui se construit progressivement. Donc, quand on parle de postcolonialisme, on parle vraiment aussi de l'étude de faits contemporains et d'une continuité, en fait, d'une forme de colonialisme qui peut prendre diverses manifestations, dont des formes d'impérialisme, et pas seulement par la force des armes. C'est pas forcément l'occupation du territoire, ça a beaucoup de ramifications. Moi, mon angle d'approche est plutôt culturel, mais bien sûr, ça recouvre d'autres. Alors, postcolonial, c'est équivalent, à votre avis, à néocolonial, ou ce sont deux entités, idéologiques totalement différentes? Je pense que par le prisme de la critique ou de la théorie postcoloniale, le champ d'études, si vous voulez, académique dans lequel je m'inscris, on parle de néocolonialisme aussi. Mais c'est une forme de manifestation, si vous voulez, de perpétuation d'un système de pensée, d'un système hiérarchique, d'une certaine hégémonie, d'une culture qui s'impose à une autre, par exemple. Donc, pour moi, c'est une des manifestations, si vous voulez, contemporaines quand on parle de néocolonialisme. Alors, l'autre aspect de vos recherches, et j'imagine de votre intérêt aussi, c'est que vous êtes d'origine indienne par votre génération. C'est tout à fait normal, puisque on parle en Guadeloupe d'indo-guadeloupéen, encore que ce terme-là soit entre guillemets, puisque certains amis que je connais de la communauté n'aiment pas ce terme-là. Est-ce que vous l'acceptez, indo-guadeloupéen? Alors,
je suis née en Hexagone, mais j'ai passé toute mon enfance ici en Guadeloupe. Et je n'ai jamais, et en fait, de manière consciente, pensé à une identité indo-guadeloupéenne. Je pense que ça s'est imposé à moi un peu plus tard, quand j'ai commencé mes études et mes recherches, en fait, sur les diasporas indiennes. Parce qu'au départ, je travaillais sur l'Asie du Sud et je travaillais en particulier sur le sous-continent indien, dans le cadre de mes travaux de recherche doctorale. Et puis après, des échanges avec des collègues, en fait, c'est un peu venu de l'extérieur aussi, des regards croisés. J'ai commencé à avoir un intérêt pour les diasporas indiennes et en particulier, c'est un peu paradoxal, mais je suis partie d'abord vers l'Asie du Sud pour revenir vers les Antilles et les diasporas, donc descendantes d'engagés indiens. Mais pour répondre à votre question, j'accepte tout à fait la casquette indo-guadeloupéenne ou la terminologie, mais ce n'est pas non plus un terme qui me semblait indispensable pour me définir en fait. Je me pense guadeloupéenne, je me pense française. Oui, parce qu'ils disent qu'ils sont guadeloupéens d'abord. Parce que, vous savez, il y a beaucoup d'indo-guadeloupéens, entre guillemets, qui sont allés en Inde et qui se sont sentis à la fois bien accueillis, mais en même temps étrangers. Et c'est ça la réalité, c'est qu'un indo-guadeloupéen qui va en Inde, il n'est pas indien, il est guadeloupéen quand il arrive là-bas, et même s'il a un nom qui ressemble, etc. etc. Alors, sur cet aspect-là, il y a beaucoup de recherches, et hier, je crois que vous avez fait votre intervention à propos de l'ouvrage d'Ernest Montoussamy aussi sur l'indianité. Oui, alors en partie, et j'en profite pour le remercier très chaleureusement, quand j'ai commencé à travailler sur les diasporas indiennes aux Antilles, mon prisme, mon angle d'approche, ça a été les littératures et les cultures au sens large, puisque c'est le champ disciplinaire dans lequel je m'inscris. Et il me semblait qu'il y avait un grand déséquilibre, parce que moi, je viens des études anglophones. J'ai un doctorat en études anglophones, mais il y avait un déséquilibre assez marquant entre la valorisation des littératures caribéennes, par exemple anglophones, qu'il s'agisse de langagisme, donc des littératures dites indo-caribéennes, ou des littératures caribéennes de manière générale. Donc je me suis un peu inscrite dans cette brèche avec une approche un peu comparatiste. Mon intérêt, c'était parce que je peux lire en anglais, en français et aussi un peu en créole, heureusement. Pas encore en tamoul. Non, pas encore en tamoul, alors des petits mots ici et là, mais ça c'est un objectif, je pense, sur le long terme pour moi, l'apprentissage de la langue indienne ou des langues indiennes. Mais pour ce qui est de votre question, oui, Ernest Montoussamy a vraiment été le premier écrivain vers lequel je me suis portée parce qu'il a une écriture quand même très prolifique. Il a beaucoup d'œuvres à son actif et il est très dynamique, il a été impliqué aussi bien sûr sur la scène politique. Et il n'est pas clivant. Et oui, c'est aussi, c'est quelqu'un de très ouvert. C'est quelqu'un de très ouvert, de très généreux, qui vous reçoit dans son jardin et qui échange avec vous de manière très amicale et qui est de toutes les façons un défenseur de l'indianité, donc il s'est beaucoup investi et qui continue de le faire de diverses manières. Mais parce qu'il a aussi, alors mon intérêt étant pour les littératures, parce qu'il a aussi cette diversité d'approches littéraires, il travaille beaucoup sur la poésie, il a fait des essais critiques et politiques, il a fait aussi beaucoup de romans, et donc il y avait énormément déjà à faire avec son œuvre à lui, qui avait fait l'objet de quelques commentaires, mais en fait très ponctuels, et souvent de critiques anglo-américaines. Donc en fait, je me suis dit, pourquoi pas, en tant que guadeloupéenne qui s'intéresse à la question de langagisme, commencer par nos écrivains locaux. Comme je travaille en anglais, ça m'a aussi permis de proposer des traductions, par bribes, bien sûr, pour l'instant, pas de traduction d'œuvres complètes. De Naipaul, par exemple Alors, moi, j'ai travaillé sur les textes français, donc d'Ernest Montoussamy, pour l'instant. Même si je me suis intéressée à d'autres écrivains indo-guadeloupéens. Et j'ai proposé ponctuellement des traductions de poèmes, des traductions d'extraits de romans. Je pense que c'est aussi important pour une certaine visibilité à l'international de nos littératures francophones, caribéennes et qui portent sur l'engagisme. Et pour ce qui est de Naipaul, alors c'était un peu un concours des circonstances. V.S. Naipaul, c'est un peu l'incontournable de la littérature indo-trinidadienne. C'est un prix Nobel internationalement connu, qui a aussi fait polémique. Mais c'est un écrivain qui, de beaucoup de manières aussi, inspire nos littératures francophones. Non, sa littérature est quand même caribéenne. Oui, profondément trinidadienne, en tout cas. Très clairement. Après, moi, Naipaul, c'est aussi parce que mon parcours faisait que j'avais commencé à étudier dans le cadre d'un master en anglais. V.S. Naipaul, tout à fait. Donc j'avais un intérêt particulier pour cet écrivain et dans le cadre de la conférence d'hier, une approche comparative. Alors
lorsqu'on présente une conférence universitaire, on a un timing à respecter. Oui. Donc ça a nécessairement à la été télévision un aussi. peu... Même à la télévision, on a un timing aussi. Donc ça a nécessairement été un peu moins étoffé que je l'aurais souhaité, mais ça permettait de poser des bases avec une perspective un peu relationnelle et comparatiste, qui est de l'approche glissantienne aussi, je pense, qui m'inspire. Voilà. Oui. Vous avez étudié un petit peu l'aspect culturel de la communauté indo-guadeloupéenne? Alors, une des premières choses qui m'a beaucoup... Du culturel, je dis. Quand je dis culturel, je veux même dire culturel. Alors, je pense que vous ouvrez la porte à un autre débat. je sais. Mais la question de travailler avec les associations, bien sûr, c'était un incontournable. Je suis de formation, en fait, effectivement, chercheuse et enseignante-chercheuse. Et donc, mon approche semble théorique, mais non, on ne peut pas faire de la théorie sans aller sur le terrain. Et donc, en termes de méthodologie, une des premières choses qui a conduit, en fait, mes recherches, c'était vraiment d'aller vers les associations. Et je remercie encore une fois tous les présidents d'associations, tous les membres aussi avec lesquels j'ai pu échanger, de tous bords. Et ça, c'était intéressant. Il y a vraiment un regain. Et c'est vrai que les associations ont toujours porté, en fait, la revalorisation ou la mise en avant d'une communauté indienne, d'une indianité qui avait été quand même, il faut le dire, assez longtemps marginale. Et je pense que, les portes étaient toujours grand ouvertes. Et ça, c'était appréciable. On a pu avoir des discussions fructueuses qui ont nourri ma pensée, qui n'ont pas forcément fait l'objet d'une traduction ou d'une retranscription sous forme d'interview, mais en tout cas qui ont vraiment nourri ma réflexion. Et c'était important pour moi d'aller vers les présidents d'associations, d'entendre ce qu'ils avaient à dire. Certains nous ont fait l'honneur d'être là hier à la faculté Roger Thompson. Je les en remercie. Un dernier petit mot sur cet ouvrage que vous préparez. Oui, alors c'est un ouvrage que je co-dirige qui paraîtra normalement en 2026, aux presses néerlandaises Brill. Et donc c'est un ouvrage qui est en anglais, mais qui fait écho à d'autres travaux que j'ai publiés en français. Et je voudrais juste aussi le dire, je publie en français, c'est en open access. Donc n'hésitez pas, sur Google, vous retrouverez les sources des articles qui ont été publiés, notamment, et des chapitres d'ouvrages sur la littérature indo-caribéenne antillaise. Quel peut être le titre de cet ouvrage, en anglais ou en français, comme vous Alors, voulez? l'ouvrage s'appelle, qui paraîtra chez Brill en 2026, s'appelle Island Indias. Alors, c'est Inde insulaire et Archipelagic Memory, donc la mémoire archipélique. Alors, c'est tout un programme à vous expliquer. Ce sera trop court, mais l'idée ici, c'est de parler de l'Inde, non pas du point de vue uniquement sous-continental, mais de vraiment regarder ce que les diasporas, elles, apportent à la construction d'une identité indienne. Donc, avoir une approche centrifuge, parce que c'est important, d'autant plus qu'en ce moment, on sait qu'il y a ce qui se passe en Inde sous-continentale, en fait. C'est une refonte de l'identité qui se veut très hindouiste. Ici, je pense qu'on a aussi une diversité culturelle qui permet d'avoir une vision créolisée de l'indianité. Et c'est aussi ça que le déplacement de perspective vers les diasporas apporte, en fait. Donc, les Indes insulaires, c'est le titre de l'ouvrage, si je traduis un peu grossièrement. Indes insulaires, mémoire archipélique. Qu'on verra en français un jour. Oui, j'espère bien. Bien, mais en toute façon, on vous remercie d'être venu. Merci à vous. Et puis, on va vous retrouver bientôt. Voilà, il est 13h, un peu plus de 13h49 minutes. On a une dernière séquence, on a une pub, et on se retrouve avec nos derniers invités pour parler du premier salon bio-local qui va rejoindre un petit peu ce que disait madame tout à l'heure sur les... j'allais dire sur les remèdes gaziers, mais même pas sur les remèdes, sur une alimentation guadeloupéenne et très saine. Absolument. Voilà, 13h49, à tout de suite. Voilà, il est 13h56 minutes. Si vous prenez l'antenne en ce moment, vous n'avez rien perdu, parce que tout est sur le Facebook. Si on était en Facebook Live pendant la première partie de cette émission. Et toute l'émission, il y a des choses intéressantes qui ont été dites par M. Plaisir, notamment sur l'histoire de Trump et les 10%. Je vous confie à aller sur le Facebook du ZCL ou sur celui de Canal pour pouvoir retrouver cette information. On a reçu une dame très intéressante aussi, Mme Mugirin, sur comment
bien manger pour bien voir. C'est très important, ça, et j'en sais quelque chose. Après, on a reçu Sandrine Soukaï, qui est docteur en études anglophones, elle aussi intéressante. Bref, comme toujours, les études, on reçoit que des gens intéressants. Et d'ailleurs, la preuve, on a aujourd'hui devant nous Cindy Conquête, bonjour. Oui, bonjour. Elle est stagiaire conseillère de vente. On a avec nous Nancy Ficadière, chargée de com. Et on a la patronne avec nous. Bonjour. Lydia Selbonne. Bonjour. Lydia Selbonne. Ils avaient mis stagiaire. Bon, enfin, elle n'est pas stagiaire, elle est directrice du centre. Et le centre s'appelle le GFORM. Alors, 2 petits mots sur le GFORM. Alors, GFORM Vente a été créé en 2011. À la suite d'un licenciement économique, parce que j'ai fait toute une carrière dans la vente, et me posant la question comment faire en sorte qu'on ait des personnes qui sachent accueillir, qui sachent vendre, qui sachent mettre en valeur les produits, c'est de façon très naturelle que je me suis dirigée vers la formation professionnelle pour apporter ma pierre à l'édifice. Et voilà, nous existons. Et vous avez créé un centre. Nous existons depuis 14 ans. Et chaque année, vous recevez 250 personnes. En moyenne. En moyenne. En moyenne. Et après, quand vous dispatchez dans des supermarchés, dans les lieux de vente. Pas que, puisqu'en fait, nous formons sur pratiquement 8 métiers. Qu'est-ce qu'ils sont les métiers de la distribution. Donc, on a des conseillers de vente en grande distribution et dans les commerces de façon générale. Mais nous avons également des assistantes, des secrétaires assistantes, des assistantes commerciales, des assistantes en ressources humaines et des gestionnaires de paye. Donc, en fait, on couvre tout le métier du tertiaire, en fait, en gros. Et c'est comme une petite entreprise, en fait. C'est une grande, 250 stagiaires, c'est pas une petite entreprise. En moyenne, puisqu'en fait, nous ne formons pas que des stagiaires, enfin, que des jeunes. Nous avons des jeunes avec notre CFA. Vous faites et nous faisons également de l'accompagnement par rapport aux entreprises. C'est ce que vous avez dit, vous, de l'accompagnement aux entreprises. Alors, je vais demander à Cindy de nous dire comment ça se passe. Dans l'ensemble, tout se passe très bien. Vous êtes entrée là pour être quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, moi, je prépare un titre de conseillère de vente en magasin. Donc, je suis... La formation, c'est combien de temps? Alors, elle va durer combien de mois, cette formation? Alors, la formation, je l'ai débutée au mois de septembre. 2024? 2024. Oui. Et un an, voilà, c'est sur un an. Donc, elle se termine... Mais alors, la formation, il y a des stages à l'extérieur qui sont prévus par rapport à la formation, mais vous faites uniquement la formation théorique? Non, nous sommes aussi en entreprise. Vous êtes en entreprise? Oui. Parce qu'elle est sur un module en alternance. Voilà, je suis en alternance. Du coup, je fais 35 heures par semaine. Dont un jour... en formation, au centre de formation. Au centre de formation. Et les autres heures sont passées en entreprise. D'accord. Voilà. Et vous voulez demain être conseillère de vente dans une... Tout à fait. Alors, dans une grande entreprise, genre supermarché, ou bien dans une TPE, ou dans un lolo? Je n'irai pas dire dans un lolo, mais bon, le choix n'est pas encore fait. Oui, le choix n'est pas encore fait. Après, l'alternance nous ouvre des portes aussi également, parce que on peut avoir des propositions aussi dans l'entreprise dans laquelle on est actuellement et être gardé. Donc, en fait, ça nous ouvre aussi des portes. Ça veut dire qu'il faut être performant dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Oui. Vous n'êtes pas performant dans l'entreprise, on ne vous garde pas. Ben oui, voilà. Bien. Alors, je me tourne vers Nancy Ficadière, puisqu'elle est chargée de com. Oui, tout à fait. Et vous avez appris ça aussi à GFORM? Comment? Métier de chargée de com, vous l'avez appris à GFORM? Alors, j'étais dans un centre de formation et j'ai fait mon alternance au sein de GFORM Vente. D'accord. Voilà. Suite à ça, voilà, je me suis occupée de la communication sur les réseaux sociaux, aussi également du site internet de GFORM Vente. Et suite à ma formation, Madame Lydia Selbonne m'a gardée. Oui. Alors, quel réseau social vous utilisez le plus? Alors, nous utilisons Facebook, Instagram, TikTok, voilà. Mais par rapport à notre cible, tout dépend de la cible en soi. Alors, prenons le cas du salon bio local, quelle est votre cible en termes de communication? Alors, c'est le grand public, donc... c'est du Facebook? C'est du Facebook, tout à fait. Voilà. Vous ne visez pas les jeunes? Alors, nous avons les jeunes également. C'est-à-dire qu'en fait, je vais diffuser cette affiche, la communication, directement sur les différents réseaux que nous avons. Oui. Donc, ça peut être Facebook, TikTok, Instagram. Alors, on va faire quelque chose en direct. Madame Selbonne, pourquoi vous avez gardé Nancy? Parce qu'en fait, c'est une jeune. Oui. Un de mes
mes chevaux de bataille, je dirais, c'est d'intégrer les jeunes. C'est pour ça que je me suis mise sous la formation, en apportant ma pierre à l'édifice. Je me dis, à l'époque, moi, quand je travaillais, on avait beaucoup de gens qui sortaient de la métropole pour former. Il n'y avait pas d'alternance. Il y avait beaucoup de gens qui sortaient de la métropole pour nous former. Ils sortaient de l'Hexagone pour nous former. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des personnes. Moi, j'ai fait une carrière de 20 ans dans la vente et dans le management, etc., au sein d'un grand groupe en Guadeloupe. À partir de là, j'ai passé un diplôme pour être formateur professionnel d'adultes et pour gérer également une entreprise. Ce qui me permet aujourd'hui d'avoir cette entreprise. Alors, dans le cas de Nancy, c'était intéressant pour nous puisqu'en fait, nous étions, il y a 4 ans, dans le boom des réseaux sociaux, comment communiquer, comment mettre en avant les choses. Et donc, comme elle était en alternance chez nous et qu'il fallait effectivement créer un poste dans ce domaine-là, avec un peu d'accueil et différentes autres missions, donc c'est tout naturellement. Son alternance s'étant bien passée en termes de savoir-être et savoir-faire, je me suis dirigée automatiquement vers elle pour l'intégrer. Pourquoi ne pas la garder? Mais bien sûr, pourquoi on va aller chercher ailleurs une équipe qui gagne? On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Oui, et Nancy, elle gagne. Donc alors, j'ai envie de dire à Cindy, elle a intérêt de gagner aussi. Hein. Oui. Non, mais visiblement. Bon, alors, globalement, quel va être ce salon bio local? Qu'est-ce que ça va être exactement? Nous sommes venus aujourd'hui vous présenter notre premier salon bio local, en fait, qui est, en vrai, des portes ouvertes. Ce sont des portes ouvertes que nous avons intitulées Salon bio local. Pourquoi? Nous partons d'un constat qui est tout simple. Nos jeunes ne connaissent pas nos produits locaux. Or, il me semble que dans la démarche dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la Guadeloupe étant parmi les premiers pays en termes de biodiversité et tous les agrotransformateurs qui sont en train d'émerger, il me semblait normal et intéressant de former des vendeurs qui sachent vendre ces produits-là. Demain, ça sera eux qui les vendront. Il n'y a pas que des produits préfabriqués. On voit bien tout ce que ça donne aujourd'hui. Donc, comment ne pas tourner ces jeunes vers cette production, qu'ils connaissent cette production et qu'ils accompagnent nos artisans locaux? Je fais régulièrement les foires et je me suis rendu compte, en interrogeant les artisans, ils me disent, moi, mon métier, c'est de produire. Mais j'ai personne qui m'aide à vendre. J'ai personne qui m'aide à mettre en avant mes produits. Donc, de là, ça a commencé à germer. Et puis, du coup, je me suis dit, on va faire des portes ouvertes, mais de façon innovante. De manière à mettre en action nos jeunes qui vont vendre ces produits. Donc, du coup, ils vont découvrir ces produits. Vous avez suffisamment d'espace à Louis-Jean Jaurès pour ça? Nous avons 200 mètres carrés de surface. Donc, nos salles de formation seront transformées en mini-stand. D'accord. Et chaque vendeur va accompagner un artisan. Donc, il va apprendre. Voilà. Dites-moi quels sont les produits qu'on va trouver. Alors, on va trouver de la farine transformée, nos farines locales. On va retrouver des personnes qui font des bijoux. Farine de fruits à pain, en noir? Ah bien sûr. Non, je pose la question. Pas que. Et ça nous a permis de découvrir notamment une jeune fille, une jeune femme, qui fait une farine toute prête pour produire un gâteau et le mettre au four. Avec nos quelle farine? Avec nos farines locales. D'accord. Je vous assure. Venez voir. Quand vous dites farine locale, quelles sont les farines de Guadeloupe? Vous avez la farine de fruits à pain, vous avez la farine de poyon, vous avez la farine la farine de patates douces et vous avez la farine d'igname. D'accord. Donc vous avez toutes ces farines qui seront présentes sur place. Nous avons également des feuilles, des feuilles pour de la tisane. Nous avons une dame qui fait des savons, la transformation de savons, des shampoings locaux. Nous avons du miel, l'un des meilleurs en Guadeloupe. Du vrai miel Guadeloupe ou bien du miel importé? Du vrai Parce miel que je sais qu'il y a des mielleurs qui vendent du miel de Cuba. Non, mais on les connaît. Du vrai miel de Guadeloupe. D'ailleurs, c'est un de mes anciens étudiants qui aujourd'hui a suivi son père et après avoir été directeur commercial d'une entreprise, aujourd'hui a créé son entreprise de miel. Et vend du miel. Samara Galante. On connaît dans l'hôpital. C'est ça qu'a constaté. Mais voilà, beaucoup de produits locaux, ça vaut le détour. Des bijoux, des artisans qui ont fait des choses aussi. Donc ce sera alors, question, je pose la question comme ça, parce que c'est le premier, mais est-ce que régulièrement il se fera là ou bien il y aura plus d'étendue après? En fait, en face de nous, il y a un espace. Donc si ça fonctionne bien, l'année d'après, on traverse la rue. Déjà, vous serez accueillis à l'entrée avec une personne, une jeune qui fait des sorbets, n'est-ce pas Nancy? Sorbet quoi? Sorbet pays. Bon, avec des sirops locaux, etc. Donc, alors, je donne la parole à la communicante. Mais bien sûr. Oui. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu nous vendre? Comment?
Qu'est-ce que vous êtes venu nous vendre aujourd'hui? Nous vendre. Alors, je rappelle, donc je suis venue vous communiquer la manifestation qui aura lieu le 6 mai, qui a pour but, en fait, de valoriser nos exposants, les exposants locaux, et justement de mettre en avant également les compétences techniques de nos stagiaires. D'accord. Voilà. Donc, je note quand même que c'est un salon bio. Oui. Alors, ce qui n'est pas bio, interdit. Alors, c'est plutôt de la grosse transformation pour vraiment valoriser nos produits locaux, en fait. Oui. C'est ça. Hein. D'accord. Oui. Combien d'exposants il y aura au total? On en aura 15. 15? C'est volontaire. De manière officielle. J'ai voulu... Mais en fait, on a un certain nombre de salles de formation qu'on a transformées. Oui. Voilà, on a préféré faire comme cela. Si ça fonctionne bien, l'année prochaine, on est d'un point à pitre. Hein. Il suffira de demander au maire. J'espère qu'il acceptera. Il va accepter. C'est la période municipale des élections. Qui dit oui, pas de problème. Venez découvrir l'artisanat local, bio, local, diversité qui fait la différence. Et donc, le rendez-vous, donc c'est l'entrée est gratuite en plus? L'entrée est gratuite. Les artisans, alors je rappelle, il n'y a pas de place pour les artisans, ne m'appelez pas. N'empêche que les artisans, c'est gratuit pour eux. Oui. Et les personnes qui viendront aussi, c'est gratuit. Alors, les personnes viendront, elles seront accueillies par nos stagiaires qui vont présenter leur métier. Oui. Et parallèlement, les artisans vont présenter ce qu'ils vendent. Cindy, qu'est-ce que vous allez faire ce jour-là? Alors moi, je serai sur un stand aussi. Oui. Avec l'artisan nature et or. Nature et or. Nature et or, c'est quoi ça, nature et or? Donc en fait, c'est un monsieur qui vend des produits huiles essentielles. Non, c'est de l'huile essentielle en fait. De l'huile essentielle? C'est des huiles essentielles. D'accord. Voilà. Bien. De différentes huiles essentielles. Bon. On pourra manger sur place? C'est pas prévu. C'est pas prévu. Je respecte les normes de sécurité. Non, mais je pose la question. Non, malheureusement. Non, mais on pourra déguster tous ces produits. Les artisans, bien sûr, il y aura de la dégustation. Bon, c'est une belle initiative, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est intéressant. Allez voir. En plus, que des femmes. Oui, comme toujours. Donc, présente sur le plateau parce qu'aucun jeune homme n'a voulu nous accompagner. Ils ont eu peur de la télé. Comme on dit, ils ont fait derrière case. Bon, si nous regardons là aujourd'hui, mais ils doivent bien regretter voir que ces personnes-là, vous êtes bien dynamiques. En tout cas, on souhaite bon succès à votre salon bio et à votre GIFORM. Mais en tout cas, venez voir des jeunes en action. Oui. Venez découvrir des métiers. Nous, on essaie de former autrement, tout simplement. Ouais. Voilà. Parce qu'on voit un peu le GIFORM un de ces jours. Ben, avec plaisir, vraiment. Oui, bon, un peu, parce que non, j'avoue, je ne connaissais pas. Et en plus, oui, Jean Jaurès, je passe ça souvent, mais je ne savais pas qu'il y avait un GIFORM. Ben, welcome. Voilà. Et puis, on espère que Canal 10 peut-être viendra tourner un petit peu. Oui, sûrement. Il viendra faire un petit tour. Voilà, il est 14h et un certain nombre de minutes après. On a un dernier sujet. Oui, on a un dernier sujet sur la voie des régions ultra-périphériques de l'Union européenne. Et donc maintenant, c'est la Guadeloupe qui va porter cette voie. Après la réunion, elle est officiellement transmise à la Guadeloupe, une responsabilité stratégique qui permettra à la Guadeloupe de défendre nos intérêts en matière de développement, de cohésion sociale et de politique européenne. On voit un reportage de Maurice Cessé. Madame Monsieur le Président des régions ultra-périphériques, je l'ai maintenant. Courage, force, détermination, persévérance, c'est tout ce que tout le monde te souhaite. Bravo, félicitations. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, avocats de qualité, Monsieur le Commissaire, Messieurs les députés, c'est avec un immense honneur et une grande humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui afin de prendre le relais et assurer et surtout assumer la présidence de la conférence des présidents de l'Europe. Au nom des Guadeloupéens, je tiens à exprimer toute ma gratitude à mes prédécesseurs pour le travail remarquable qu'ils ont accompli pour les rues. En assumant cette responsabilité, je mesure l'importance de la tâche et l'engagement que cela implique, car il en va de l'avenir de nos territoires, de nos populations, dans un monde rempli d'incertitudes et où la menace de désordre encore plus grand reste vive. Nos routes, par leur situation géographique
leur diversité culturelle et leurs défis spécifiques font face à des réalités uniques. Mais c'est aussi cette diversité qui est une source de richesse et de force pour l'Europe dans son ensemble. En tant que président des RUT, nous avons une mission commune, défendre nos intérêts, les intérêts de l'Europe, et de renforcer nos voix et nos actions pour garantir que les besoins de nos populations soient entendus et pris en compte dans les décisions européennes, mais aussi à travers une diplomatie plus active au niveau des instances internationales. Au cours de mon mandat, je m'engage à poursuivre et à intensifier les efforts déjà déployés pour défendre les spécificités des RUP dans tous les domaines qui les concernent, notamment au regard du contexte politique des négociations internes à l'Europe qui vont suivre. Nos territoires ne doivent pas être oubliés. Au contraire, ils doivent être des modèles de résilience, d'innovation et de coopération porteurs de solutions pour toute l'Europe et source de rayonnement et d'influence dans nos bassins géographiques respectifs. Voilà, on fait un rappel? Oui, on rappelle, parce qu'en vrai, on était sur Facebook, mais pas en direct pour les auditeurs. Donc mais on n'est plus en Facebook, on est en direct. Oui, on est en direct, mais maintenant, ils n'ont pas pu suivre le journal. Donc, alors, donne les grands titres. On redonne tout ça. Avec les images, si possible. Avec les images. Donc, la sécurité routière était au cœur du village, au cœur du lycée du Moule, pour permettre aux jeunes, justement, d'être sensibilisés aux risques liés à la conduite à la vitesse et au comportement à risque. C'est un message de prévention essentielle, pas que pour les jeunes, aussi pour tout le monde, citoyens responsables sur la route. Il était aussi question de la remise des prix non au harcèlement. Donc, dans le cadre de la campagne nationale, plusieurs élèves ont pu être récompensés pour des productions créatives autour de clips, affiches et ont été salués pour leur engagement. Il était question de la voix, avec le village de la voix, un atelier autour du cas pour faire découvrir cette vibration essentielle à notre culture guadeloupéenne. On est allé aussi à la conférence de presse donc, sur la Corsair Foot Academy, donc nouvelle édition sous le signe de l'excellence avec des nouveautés qui seront à jour pour permettre à nos jeunes talents de bénéficier d'encadrement professionnel. Voilà pour l'actualité qu'on a développée. Ben voilà, moi je peux rappeler nos invités qu'on n'a pas vus en direct, mais qui sont sur Facebook, et je vous invite vraiment, et j'insiste là-dessus lourdement, d'aller voir sur Facebook ce que disait M. Alain Plaisir sur les taxes douanières, sur l'avenir de la Guadeloupe, sur la politique de M. Trump. C'est très important parce que c'est la première fois que ça a été dit, parce que beaucoup de gens croyaient que, etc., etc. Je ne dis pas plus, vous verrez. Ensuite, on a reçu Aline Mijoin qui a fait une excellente chronique sur l'alimentation et la vision, c'est-à-dire il faut manger plus de tomates, pas de tomates, plus de carottes, plus de, peut-être pas deuxième, mais de cerises Guadeloupe, aussi, c'est ce qu'elle dit, les vitamines bêta-carotène, et ça améliore la vue. Et elle a bien expliqué ça. C'est la première fois qu'elle fait une chronique de ce type-là, où elle a mélangé la vision et le manger. Allez revoir ça. Et puis on a reçu Sandrine Soukaï, qui est une doctorante sur la culture indo-guadeloupéenne, mais pas comme, mais aussi sur la culture anglophone des îles de la Caraïbe au niveau de l'anglais, parce qu'elle est doctorante en anglais. Elle a fait hier une conférence à l'université, et elle fera très prochainement, on va la retrouver, puisqu'il y aura 2 ou 3 autres émissions qu'on fera avec elle dans les jours qui viennent. Et puis, on vient de recevoir Madame Selbonne, qui est directrice du G-Forme Vente. C'est une structure qui forme des jeunes Guadeloupéens à la vente et au commerce. Et pour la première fois, le 6 mai, ils font un salon, le salon bio-local. Et ça aussi, ça, ne pas rater, puisque c'est à Pointe-à-Pitre, c'est gratuit, c'est au 53 de la rue Jean Jaurès. Voilà, on vous a tout dit. On se retrouve demain avec vous encore. On espère en direct, pas en Facebook. Et donc, la réalisation était assurée par notre ami Jordan. Je précise quand même qu'il y avait aujourd'hui le procès de Génie en Herbe, l'école. La décision finale sera donnée le 17 de ce mois-ci, c'est-à-dire dans quelques jours. Donc, restez branchés. On devait faire en direct avec l'une des responsables qui était venue hier, mais on attend la décision finale du gouvernement ou des représentants de l'État français ici. Voilà, 14h16. Au revoir, Iman. Au revoir.
Et à jeudi. À jeudi. Elle sera seule. Oui, le jeudi. Mais elle a l'habitude. C'est bon. Voilà.